Le millionnaire a fait semblant de s'endormir pour mettre à l'épreuve l'honnêteté de la serveuse et a vu la bague de sa fille disparue. La nuit tombait lourdement sur la petite auberge routière nichée entre Lyon et Clermont-Ferrand. Les phares des camions balayaient régulièrement les vitres embuées, projetant des ombres dansantes sur les murs défraîchis. C'était un de ces endroits sans prétention où se croisent des vies qui ne se rencontreront jamais vraiment. Routiers fatigués, voyageurs égarés, âmes en transit, dans le recoin le plus discret de la salle, François Delattre, entrepreneur millionnaire de 49 ans, restait immobile, la tête posée sur ses bras croisés, aux yeux des autres clients. Il semblait assoupi, peut-être ivre. Mais François ne dormait pas. Il attendait, sur la table devant lui, une mallette entr'ouverte laissait apercevoir 50 000 € en billets soigneusement empilés, une fortune exposée sans protection, un piège silencieux pour mesurer l'âme humaine. « Un café, monsieur !» François ne répondit pas, continuant sa mise en scène. Du coin de l'œil, il observait la jeune serveuse qui venait de s'approcher, Isabelle Moreau, d'après son badge. 25 ans peut-être, un visage aux traits fins marqué par la fatigue, un uniforme élimé aux coutures. Elle hésita, remarquant la mallette ouverte. Ce rituel, François le répétait depuis 15 ans, depuis que Sophie, sa fille unique, avait disparu sans laisser de traces à l'âge de 10 ans, depuis que Marion, son épouse, s'était laissée mourir de chagrin 2 ans plus tard, depuis qu'il avait perdu foi en l'humanité, village après village, ville après ville. Il testait des inconnus, laissait de l'argent exposé et attendait. Le résultat était toujours le même. L'argent disparaissait, parfois subtilement, parfois brutalement. Certains voleurs tentaient même de le détrousser pendant son faux sommeil. Chaque vol confirmait sa vision d'un monde corrompu, d'une humanité vénale et sans morale. « Monsieur, vous ne devriez pas. » François sentit la présence d'Isabelle qui s'était rapprochée. Il l'entendit inspirer profondément. Il connaissait ce moment par cœur, cet instant où le libre arbitre s'exerce, où l'âme hésite entre le bien et la tentation. À travers ses paupières mi-closes, il vit les mains de la jeune femme s'approcher de la mallette. Ses doigts tremblaient. Voilà, encore une preuve de la bassesse humaine. François attendit le bruit familier des billets qu'on froisse, le son furtif des pas qui s'éloignent. Mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les mains d'Isabelle rabattirent doucement le couvercle de la mallette. Elle la repoussa légèrement vers François, puis déposa une serviette par-dessus. Elle ajouta même sa propre veste élimée pour la dissimuler davantage. « Monsieur » chuchota-t-elle, en touchant légèrement son épaule. « Monsieur, réveillez-vous. Ce n'est pas prudent de laisser autant d'argent exposé. S'il vous plaît, rangez-le. » François ouvrit les yeux, stupéfait. C'était la première fois en 15 ans que quelqu'un refusait son argent. « Pourquoi n'avez-vous pas pris l'argent » demanda-t-il abruptement. Isabelle recula d'un pas, surprise par sa réaction. « Parce que ce n'est pas à moi, monsieur, et ce qui n'est pas à moi ne m'appartient pas, même si j'en ai besoin. » François la dévisagea, son visage semblait sincère, sans artifice, dans un monde où il avait vu des avocats, des médecins, des curés même succomber à la tentation. Cette serveuse au salaire de misère venait de refuser une fortune. « Tout le monde a besoin d'argent, » insista-t-il. « Bien sûr, » acquiesça-t-elle avec un sourire fatigué. « Ma grand-mère attend une opération coûteuse et mes factures s'empilent. Mais cet argent a une histoire qui n'est pas la mienne. Il appartient à votre histoire, pas à la mienne. » François referma lentement sa mallette, comme dans un rêve. Pour la première fois depuis 15 ans, il ressentait quelque chose qu'il avait cru mort à jamais. L'espoir. C'est alors que son regard tomba sur la main d'Isabelle. À son doigt brillait un petit anneau d'argent, orné des initiales SD, finement gravées. Le monde de François s'arrêta de tourner. Cet anneau avait été fabriqué sur mesure 16 ans auparavant, un modèle unique, commandé chez Cartier pour les 10 ans de sa fille. « SD, Sophie Delattre, votre bague » murmura-t-il, la gorge nouée. « Comment l'avez-vous obtenue » Isabelle toucha instinctivement l'anneau, surprise par cette question inattendue. « Je l'ai trouvé quand j'étais enfant, à l'orphelinat où j'ai grandi. C'est la seule chose de valeur que je possède. Orphelinat, la voix de François tremblait maintenant. Lequel? La maison de l'espoir, à Marseille. J'y suis arrivée quand j'avais 10 ans. Je ne me souviens de rien avant ça. » François serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Les coïncidences n'existaient ainsi pas à ce niveau. L'âge,
l'anneau unique, l'absence de souvenirs. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il en essayant de contrôler sa voix. « 6 mois environ. Avant, j'étais à Grenoble, puis à Lyon. Je change souvent d'endroit. » Elle sourit timidement. « J'ai toujours eu cette impression étrange de chercher quelque chose, sans savoir quoi. » Les larmes montèrent aux yeux de François. 15 années de recherche désespérée, d'enquêteurs privés, d'affiches placardées, d'appels à témoins, 15 années d'espoir qui s'effritaient jour après jour. Et maintenant, par le plus improbable des hasards, dans ce restaurant anonyme au bord d'une route, « Isabelle, dit-il en se levant lentement, je m'appelle François Delattre. Et je crois que vous êtes ma fille. Je crois que vous êtes ma Sophie. » La tasse qu'Isabelle tenait s'écrasa au sol, éclatant en morceaux comme le monde qu'elle croyait connaître. À l'extérieur, la pluie commençait à tomber, lavant la poussière accumulée sur les vitres du restaurant. Dans le ciel d'encre, une étoile solitaire perçait les nuages, comme un signe d'espoir, après 15 ans d'obscurité. Le laboratoire d'analyse médicale était aseptisé, impersonnel, avec cette odeur caractéristique qui flotte entre désinfectant et anxiété. François faisait les 100 pas dans la salle d'attente, consultant sa montre toutes les 30 secondes. Isabelle, assise sur une chaise en plastique, observait ses propres mains comme si elles appartenaient à une étrangère. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre au restaurant. 3 jours de questions, de doutes, d'espoirs fragiles. François avait déployé toute son influence pour accélérer les résultats du test ADN. Attendre plus longtemps aurait été insupportable, pour l'un comme pour l'autre. « Et si je ne suis pas elle ?» murmura Isabelle, brisant le silence. « Que ferez-vous » François s'arrêta net. Il n'avait pas envisagé cette possibilité. L'anneau, l'âge, l'orphelinat, l'absence de souvenirs avant 10 ans, tout concordait trop parfaitement. « Vous avez déjà prouvé que des personnes comme vous existent, » répondit-il doucement. « Ça me suffirait pour ne plus jamais abandonner mes recherches. » Une infirmière poussa la porte, tenant une enveloppe. « Monsieur Delattre, les résultats sont prêts. » François prit l'enveloppe d'une main tremblante, l'ouvrit, parcourut les lignes de chiffres et de termes scientifiques, jusqu'à trouver le pourcentage qui allait changer leur vie. « Compatibilité de 99,97%. » lut-il, la voix brisée par l'émotion. « Isabelle, c'est bien vous. Vous êtes Sophie. Vous êtes ma fille. » Le monde vacilla autour d'Isabelle. Pendant 25 ans, elle avait été définie par une absence. Absence de parents, absence de racines, absence de souvenirs, et voilà qu'en 3 jours, cet étranger aux yeux familiers venait de lui offrir une identité, un passé, un nom. « Je voudrais voir où j'ai vécu », dit-elle finalement. La voiture noire de François serpentait dans les quartiers huppés de Paris. Isabelle regardait défiler les immeubles haussmanniens, les jardins parfaitement entretenus, ce monde qui semblait appartenir à une autre dimension que celle des petites chambres défraîchies où elle avait toujours vécu. « J'ai conservé la maison exactement comme elle était », expliqua François, alors qu'il s'engageait dans une allée privée. « Je n'ai jamais pu me résoudre à changer quoi que ce soit, comme si modifier la moindre chose aurait signifié que je renonce à te retrouver. » L'imposante demeure se dressait au bout de l'allée, majestueuse et silencieuse. Un manoir du 19e siècle avec son jardin à la française, ses colonnes de pierre pâle, ses fenêtres hautes comme des promesses. « C'est intimidant », chuchota Isabelle. « C'était ton foyer ?» répondit simplement François. Le gravier crissa sous leurs pas tandis qu'ils approchèrent de l'entrée. La lourde porte s'ouvrit, avant même qu'ils n'aient atteint le perron. Une femme élégante d'une 40aine d'années se tenait dans l'encadrement. Ses traits fins rappelaient ceux de François, mais avec quelque chose de plus dur, de plus calculateur dans le regard. « François, enfin, j'étais si inquiète. Tu disparais pendant des jours sans donner de nouvelles et... » Elle s'interrompit brusquement en apercevant Isabelle. Son visage pâlit d'un coup, comme si elle venait de voir un fantôme. « Véronique, je te présente Isabelle, » dit François d'une voix tranquille mais ferme. Ou plutôt, je devrais dire Sophie. Véronique Delattre, la sœur cadette de François, s'appuya contre le chambranle de la porte. Pendant une fraction de seconde, une terreur non dissimulée traversa son regard. « C'est impossible, » balbutia-t-elle. « François, qu'est-ce que tu racontes ? Le test ADN confirme qu'Isabelle est ma fille. Elle est Sophie, Véronique,
Sophie est revenue à la maison. Véronique sembla lutter pour reprendre contenance. Elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mon Dieu, c'est miraculeux. Entre vite, il faut fêter ça. » Mais Isabelle ne manqua pas de noter comment les mains de cette femme tremblaient alors qu'elle s'effaçait pour les laisser passer. « C'était ta chambre », dit François en ouvrant doucement une porte au premier étage. Isabelle retint son souffle. La pièce semblait figée dans le temps, une capsule temporelle préservant les rêves d'une enfant de 10 ans. Les murs d'un bleu pâle étaient ornés d'affiches de films Disney. Une étagère croulait sous les peluches soigneusement alignées. Un lit à baldaquin trônait au centre, avec sa couette constellée d'étoiles argentées. « J'ai maintenu tout en état », expliqua François. « Le personnel fait le ménage chaque semaine, change les draps, aère la pièce, comme si tu pouvais revenir à tout moment. » Isabelle avança lentement dans la chambre, effleurant du bout des doigts les objets sur la coiffeuse. Une brosse à cheveux en argent, un flacon de parfum pour enfants, une boîte à bijoux en porcelaine. Tout lui était étranger, et pourtant, quelque chose en elle résonnait, comme un écho lointain. « Est-ce que quelque chose te semble familier ?» demanda François, osant à peine respirer. « Je ne sais pas. C'est comme regarder la vie de quelqu'un d'autre. » Mais son regard fut attiré par un objet au fond de la pièce. Un piano blanc, élégant et compact, manifestement conçu pour un enfant. « Tu adorais jouer », murmura François en suivant son regard. « Tu avais un don. Ta mère disait toujours que tu avais la musique dans le sang. » Isabelle s'approcha de l'instrument comme en transe. S'assit sur le tabouret, ses doigts planèrent au-dessus des touches, hésitant. « Je n'ai jamais touché un piano de ma vie, » dit-elle doucement. « Essaie », encouragea François. « Juste une note. » Elle posa un doigt sur une touche. Le do résonna dans la pièce silencieuse. Puis, sans réfléchir, ses doigts trouvèrent instinctivement leur place. Une mélodie simple mais envoûtante s'éleva, quelques mesures de Clair de lune de Debussy, interprétées avec une précision déconcertante avant qu'elle ne s'arrête brusquement. Choquée par ce qui venait de se produire, « Je n'ai jamais appris à jouer », répéta-t-elle, incrédule. « Comment est-ce possible ? La mémoire musculaire ?» répondit François, les larmes aux yeux. « Ton esprit a peut-être oublié, mais ton corps se souvient. » Dans l'encadrement de la porte, Véronique observait la scène, son visage un masque indéchiffrable. Sans un mot, elle s'éloigna, descendit les escaliers et s'enferma dans son bureau, d'une main fébrile. Elle composa un numéro sur son téléphone. « C'est moi », chuchota-t-elle, la voix tendue par la panique. « Nous avons un problème. » Elle est revenue. Sophie est revenue, à l'autre bout du fil. Un silence pesant, puis une voix rauque. « C'est impossible. » « Comment ? Je ne sais pas. Mais elle est ici, dans sa chambre, et elle commence à se souvenir. Il faut faire quelque chose. Que veux-tu que je fasse ? Les yeux de Véronique se durcirent. « Ce que tu aurais dû faire il y a 15 ans, fais-la disparaître définitivement. » Elle raccrocha, le cœur battant. Au même moment, à l'étage, Isabelle passait devant la photo encadrée d'une femme au doux sourire. Marion Delattre, sa mère, en la voyant. Quelque chose s'ébranla dans sa mémoire. « Papa » murmura-t-elle, le mot s'échappant naturellement de ses lèvres, alors qu'elle se tournait vers François. Et pour la première fois en 15 ans, François Delattre sentit son cœur guérir, une fissure à la fois. Le petit déjeuner dans la salle à manger des Delattre ressemblait à une scène tirée d'un film. Porcelaine fine, argenterie étincelante, viennoiseries artisanales disposées dans des corbeilles en osier. Isabelle, vêtue d'un pyjama prêté par Véronique qui flottait sur sa silhouette menue, contemplait ce déploiement avec un mélange d'émerveillement et de gêne. « Tu prendras bien un peu de confiture de framboise. C'était ta préférée, » proposa François, en lui tendant un petit pot en cristal. « Merci, » murmura-t-elle, encore mal à l'aise avec cette familiarité naissante. Une semaine s'était écoulée depuis son arrivée au manoir Delattre. Une semaine pendant laquelle elle avait tenté d'apprivoiser cette nouvelle réalité. Elle, Sophie Delattre, héritière d'une fortune colossale, fille d'un homme qui l'avait cherchée sans relâche pendant 15 ans, la transition du statut de serveuse sans attache à celui de jeune femme privilégiée était aussi brutale qu'irréelle. Véronique entra dans la pièce, impeccablement habillée malgré l'heure matinale, son tailleur gris anthracite et son chignon serré,
contrastait avec la décontraction apparente de son frère. « Bonjour Véronique », la salua François. « Tu te joins à nous ?»« Pas le temps », répondit-elle sèchement. « J'ai rendez-vous avec les avocats concernant le prochain conseil d'administration. » Son regard s'attarda sur Isabelle avec une froideur à peine voilée. « Je vois que notre invitée s'adapte bien. Sophie n'est pas une invitée, Véronique. Elle est chez elle. » Un sourire crispé étira les lèvres de Véronique. « Bien sûr, bien sûr. Après tout, un test ADN ne ment pas, n'est-ce pas? Mais François, as-tu réfléchi aux implications juridiques, aux procédures légales nécessaires pour réintégrer officiellement Sophie dans la famille, sans parler des questions d'héritage qui devront être réexaminées ?» François fronça les sourcils. « Tout cela peut attendre. L'important, c'est que Sophie se sente à l'aise et qu'elle retrouve ses repères progressivement. »« Naturellement, » concéda Véronique avec une douceur affectée. « Je pensais simplement à son bien-être légal. Enfin, je file, le devoir m'appelle. » Dès qu'elle eut quitté la pièce, Isabelle posa sa tasse. « Elle me déteste, » constata-t-elle simplement. François soupira. Véronique a toujours eu un tempérament compliqué. Elle s'occupait beaucoup de l'entreprise pendant que je te cherchais. Je suppose qu'elle craint de perdre son influence maintenant que tu es revenu. Je ne veux pas causer de problème. Tu n'en causes pas, affirma François en posant sa main sur la sienne. Tu guéris une blessure ouverte depuis trop longtemps. L'après-midi même, François dut s'absenter pour une réunion d'affaires urgente. Isabelle, restée seule au manoir, déambulait dans les couloirs, tentant d'apprivoiser cet espace qui aurait dû lui être familier. Chaque pièce semblait raconter une histoire dont elle ne pouvait saisir que des bribes. Dans le grand salon, elle s'arrêta devant une impressionnante photographie de famille. François plus jeune, une femme magnifique aux longs cheveux châtains et une petite fille souriante aux yeux pétillants. Sa mère elle-même, une vie volée dont il ne lui restait rien. Touchant, n'est-ce pas? Isabelle sursauta. Véronique se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant d'un air impénétrable. « Je croyais que vous aviez un rendez-vous », balbutia Isabelle. « Terminé plus tôt que prévu. » Véronique s'approcha, son parfum capiteux enveloppant l'espace entre elles. « Tu sais, je me demande comment une serveuse sans éducation va s'adapter à tout ceci. » Elle désigna d'un geste élégant l'opulence qui les entourait. « Notre monde est complexe, plein de codes et d'attentes. Je n'ai jamais prétendu y appartenir. Et pourtant, te voilà. » Véronique effleura le cadre photo. François est un homme bon, mais naïf. La disparition de Sophie l'a brisé. Il serait prêt à croire n'importe qui pour combler ce vide. Isabelle recula d'un pas. Soudain mal à l'aise, le test ADN. Les tests peuvent être truqués, coupa Véronique avec un sourire glacial. Les laboratoires peuvent être soudoyés, les preuves peuvent être fabriquées. Vous m'accusez de mentir. Je constate simplement qu'une jeune femme désespérée pourrait voir en François une opportunité inespérée. Après tout, qui refuserait de troquer une vie de misère contre tout ceci? Véronique s'approcha davantage, envahissant l'espace personnel d'Isabelle. Soyons pragmatiques. Si tu es vraiment Sophie, tu as droit à ta place ici. Mais si tu es une opportuniste... Elle sortit un chéquier de son sac. Disons 2 millions d'euros, une somme généreuse pour disparaître de nos vies, assez pour recommencer ailleurs, sans jamais plus te soucier d'argent. Isabelle sentit une colère froide l'envahir. « Je ne veux pas de votre argent, Madame Delattre. Je veux seulement comprendre qui je suis. Vraiment. » Véronique haussa un sourcil sceptique. « Tu n'as jamais voulu d'argent? Toi qui as passé ta vie à servir des cafés pour des pourboires de misère? Ce que je veux, » articula lentement Isabelle. C'est la vérité. Et la justice pour les 15 années qu'on m'a volées. Quelque chose de dangereux passa dans le regard de Véronique. Personne ne t'a rien volé, ma chère. Alors pourquoi essayez-vous de m'acheter? Les deux femmes se dévisagèrent en silence. Le portrait de famille semblant les observer comme un témoin muet de cette confrontation. Tu le regretteras, murmura finalement Véronique avant de tourner les talons. Cette nuit-là, Isabelle fut réveillée par un bruit de conversation étouffé. En s'approchant de sa porte entr'ouverte, elle aperçut Véronique dans le couloir, téléphone plaqué contre l'oreille. « Je m'en fiche de tes excuses », sifflait-elle, la voix tremblante de rage. « Je t'ai payé une fortune pour régler ce problème définitivement il y a 15 ans. Et maintenant, elle est ici, sous mon toit, en train de tout récupérer. » Une pause.
Véronique écoutait, son visage se contractant de fureur. « Trouve une solution, n'importe laquelle, ou nous tomberons toutes les deux. » Elle raccrocha violemment. Isabelle recula dans l'ombre de sa chambre. Le cœur battant à tout rompre, cette conversation confirmait ses pires craintes. Véronique n'était pas simplement hostile à son retour, elle était impliquée dans sa disparition. Au même moment, dans son bureau à l'autre bout de Paris, François terminait un appel avec un détective privé qu'il avait engagé pour enquêter sur les circonstances exactes de l'enlèvement de Sophie. Quelque chose lui disait que la vérité était plus proche qu'il ne l'avait jamais été. « Je veux tout savoir », avait-il ordonné. « Suivez chaque piste, remontez chaque transaction suspecte de l'époque. Quelqu'un, quelque part, sait ce qui s'est passé. » En raccrochant, son regard tomba sur une vieille photographie de lui et Véronique enfant. Sa sœur cadette avait toujours été dans son ombre, toujours à convoiter ce qu'il possédait. À l'époque, il trouvait cela touchant. Une admiration maladroite, aujourd'hui. Pour la première fois, cette pensée lui glaçait le sang, et tandis que la nuit enveloppait Paris, 3 personnes fixèrent le plafond sans trouver le sommeil, chacune sachant qu'une guerre silencieuse venait d'être déclarée. Marc Leblanc, détective privé, annonça l'homme en tendant sa carte à François. Ils étaient installés dans un café discret du 16e arrondissement, loin des oreilles indiscrètes. François avait choisi cet endroit précisément pour sa banalité. Personne ne prêterait attention à 2 hommes d'affaires en pleine conversation. Leblanc avait la cinquantaine, le crâne dégarni et des yeux gris perçants qui semblaient scanner en permanence son environnement. Ancien de la criminelle reconvertie dans le privé, il avait la réputation de déterrer les secrets les mieux enfouis. « Voici le dossier que vous m'avez demandé », poursuivit le détective en poussant une enveloppe épaisse vers François. « J'ai rassemblé tout ce que j'ai pu trouver sur l'enlèvement de votre fille. Rapport de police, témoignages, pistes abandonnées. » François ouvrit l'enveloppe, parcourut rapidement les documents. 15 ans de recherche, et toujours aucun suspect concret, murmura-t-il avec amertume. « C'est justement ce qui m'intrigue, » répondit Leblanc. « Dans ce genre d'affaires, soit l'enlèvement est opportuniste, un prédateur qui passe à l'acte sur un coup de tête, soit il est minutieusement planifié. Dans le premier cas, les erreurs sont nombreuses, les témoins aussi. Dans le second, il y a toujours un mobile, compléta François. Exactement. Et le mobile le plus courant pour l'enlèvement d'un enfant de famille fortunée, une rançon, mais il n'y a jamais eu de demande de rançon. Leblanc se pencha en avant. Ce qui nous laisse 2 possibilités. Soit le ravisseur a paniqué et les choses ont mal tourné, soit l'argent n'était pas le mobile, conclut François, un frisson parcourant son échine. J'aimerais examiner vos relevés bancaires et ceux de votre entourage proche dans les mois qui ont précédé et suivi la disparition, des mouvements inhabituels, des retraits importants, des comptes à l'étranger. François hésita. Vous pensez à un règlement de compte professionnel? Une vengeance d'un concurrent. Je n'exclus rien, répondit prudemment le détective. Mais parfois, monsieur Delattre, la menace vient de plus près qu'on ne l'imagine. Pendant ce temps, au manoir, Isabelle s'était réfugiée dans la bibliothèque, Véronique était sortie pour la journée, et elle savourait cette solitude relative. Seule la gouvernante, Madame Mercier, une femme discrète d'une 60aine d'années, évoluait silencieusement dans la maison. Isabelle parcourait les étagères, caressant du bout des doigts les reliures en cuir, comme pour le piano. Quelque chose en elle semblait reconnaître cet espace. Elle s'arrêta devant un livre de contes illustrés et le sortit machinalement. C'était votre préféré. Isabelle sursauta. Madame Mercier se tenait dans l'encadrement de la porte, un plateau de thé à la main. Pardon. Ce livre, vous le réclamiez tous les soirs avant de dormir, surtout l'histoire du Petit Prince. Isabelle ouvrit le recueil. Une page cornée marquait précisément ce conte. Vous étiez déjà ici quand j'étais enfant. Depuis 25 ans, acquiesça la gouvernante en posant le plateau. J'ai veillé sur vous depuis votre naissance jusqu'à ce jour-là. Sa voix s'étrangla légèrement. Mademoiselle Sophie, je n'ai jamais cessé de prier pour votre retour. Isabelle sentit une émotion inconnue l'envahir. Voilà enfin quelqu'un qui la voyait vraiment comme Sophie, sans méfiance ni calcul. Madame Mercier, que s'est-il passé exactement le jour de ma disparition? Mon père évite d'en parler, comme si ça lui faisait trop de mal. La gouvernante s'assit lentement, ses mains ridées lissant nerveusement son tablier. C'était un mercredi,
Vous reveniez de votre cours de piano, mademoiselle Véronique devait vous récupérer, mais elle a appelé pour dire qu'elle avait un empêchement. Alors votre mère y est allée elle-même. Vous êtes descendu de la voiture pour acheter des bonbons dans cette petite boutique que vous aimiez tant, près du parc, et puis je n'en suis jamais ressortie, murmura Isabelle. Votre mère est devenue comme folle. La police a fouillé chaque recoin du quartier. Votre père a engagé des dizaines de détectives. Mais c'était comme si vous vous étiez volatilisé. Madame Mercier essuya une larme. Votre mère n'a jamais été la même après ça. Elle s'est éteinte à petit feu. Isabelle ferma les yeux. Dans sa tête, quelque chose s'agitait. L'ombre d'un souvenir, insaisissable comme un rêve au réveil. Un homme avec une cicatrice, murmura-t-elle. Je me souviens vaguement d'un homme avec une cicatrice sur la joue. Cette nuit-là, les cauchemars revinrent avec une violence inouïe. Des flashs, des fragments, une camionnette blanche, un homme au visage partiellement défiguré, une voix de femme, indistincte mais autoritaire. Assure-toi qu'elle ne revienne jamais. Isabelle se réveilla en hurlant, le corps trempé de sueur. François accourut, affolé. « Sophie, Sophie, c'est moi, c'est papa, tu es en sécurité. » Il la serra contre lui, tandis qu'elle tremblait, incapable de distinguer le cauchemar de la réalité. « Il y avait cet homme, » balbutia-t-elle. « Je me souviens maintenant. Il avait une cicatrice, comme une brûlure, sur toute la joue gauche, et une femme lui donnait des ordres, mais je ne voyais pas son visage. » François se figea. « Une cicatrice sur la joue gauche, » répéta-t-il lentement. « Je vais appeler Leblanc immédiatement. » Le lendemain soir, Véronique avait organisé un dîner pour présenter officiellement Isabelle à quelques proches collaborateurs de l'entreprise familiale. François avait d'abord hésité, trouvant cela prématuré, mais sa sœur avait insisté, pour le bien de l'image de la société. Isabelle, vêtue d'une robe prêtée par Véronique, se sentait comme un imposteur. Les regards curieux, parfois sceptiques, la transperçaient de toutes parts. « Alors, comment avez-vous retrouvé votre père, exactement ?» demanda Richard Moreau, directeur financier du groupe de Lattre. « C'était un hasard ?» répondit-elle, mal à l'aise. « Un hasard bien fortuné ?» commenta Véronique avec un sourire mielleux. Une serveuse qui se trouve être l'héritière d'un empire industriel, on croirait un conte de fées moderne. Un silence embarrassé s'installa autour de la table. « Ce n'est pas un conte de fées », intervint François d'une voix tranchante. « C'est l'histoire d'une injustice enfin réparée. Ma fille m'a été arrachée, et par un miracle que je ne m'explique toujours pas, elle m'a été rendue. » Bien sûr, s'empressa d'acquiescer Richard. « C'est merveilleux, simplement. Inhabituel. Ce qui est inhabituel, poursuivit Véronique en servant du vin, c'est l'absence totale de souvenirs de Sophie avant ses 10 ans. N'est-ce pas curieux? Une amnésie aussi, sélective. » Isabelle reposa lentement sa fourchette. « Ce n'est pas inhabituel après un traumatisme, » répliqua-t-elle calmement. « Et mes souvenirs commencent à revenir, par bribes. » Elle fixa directement Véronique. « Je me souviens notamment d'un homme avec une cicatrice et d'une voix de femme qui lui ordonnait de s'assurer que je ne revienne jamais. » La couleur quitta le visage de Véronique. Son verre lui échappa, répandant du vin rouge sur la nappe immaculée. Une tache écarlate qui s'élargissait comme une accusation silencieuse. « Un accident », murmura-t-elle en tamponnant maladroitement la nappe. « Excusez-moi, plus tard ce soir-là, dans le parking souterrain de la résidence, Véronique s'apprêtait à monter dans sa voiture quand elle aperçut une silhouette près des extincteurs. Quelqu'un trafiquait les freins de la berline qu'Isabelle utilisait désormais. Véronique s'approcha furtivement. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-elle. « Pas ici, pas maintenant !» L'homme sursauta, laissant tomber ses outils. « Vous avez dit de régler le problème, » se défendit-il. « Pas comme ça, imbécile, pas sous mon toit. » Au même instant, le bruit d'une porte qui s'ouvre résonna dans le parking. Les deux complices se figèrent. C'était Jean, le chauffeur de François, venu chercher quelque chose dans sa voiture. Il les aperçut, fronça les sourcils. « Mademoiselle Véronique, tout va bien ?»« Parfaitement, » répondit-elle, glaciale. « Je monterai juste à mon... » Ami où garer sa voiture demain. Jean hocha la tête, peu convaincu, et s'éloigna. Dès qu'il fut hors de vue, Véronique poussa violemment son complice. « Disparaît ?»
et ne revient pas sans mon appel. Ce qu'elle ignorait, c'est que Jean avait immédiatement appelé François pour lui signaler l'incident, et que dans l'ombre du parking, une caméra de sécurité récemment installée sur ordre de François avait tout enregistré. La guerre des ombres ne faisait que commencer. C'est lui. François regardait fixement la photographie que Marc Leblanc venait de poser sur la table de son bureau. Un homme émacié d'une 60aine d'années, le visage marqué par une cicatrice qui déformait sa joue gauche, exactement comme l'avait décrit Isabelle dans ses cauchemars. René Dubois, expliqua le détective. Un petit malfrat spécialisé dans les cambriolages et le recel. Il a fait plusieurs séjours à Fleury-Mérogis pour vol avec violence. Et voici ce qui est intéressant. Il fit glisser un document vers François. Il est sorti de prison 3 semaines avant l'enlèvement de votre fille, puis a disparu de la circulation pendant près d'1 an. À son retour, il s'est acheté une maison dans le sud et n'a plus jamais travaillé. François serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Vous l'avez trouvé. Il vit dans un hospice près de Marseille. Cancer en phase terminale. Les médecins lui donnent quelques semaines tout au plus. Amenez-moi à lui. Il y a autre chose. Monsieur Delattre, Leblanc hésita. J'ai examiné les relevés bancaires comme vous me l'avez autorisé. 3 jours après la disparition de votre fille, votre sœur a retiré 100 000 € en liquide de son compte. Une somme qui n'apparaît nulle part ensuite. François sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait soupçonné Véronique, mais une part de lui espérait encore se tromper. Prévenez la police. Je veux que tout soit fait dans les règles. L'hospice Saint-Joseph était un bâtiment défraîchi sentant l'antiseptique et la mort imminente. René Dubois occupait une chambre austère au fond d'un couloir silencieux. Son corps amaigri disparaissait presque dans les draps blancs, mais la cicatrice sur sa joue restait saisissante, comme une signature du destin. « Monsieur Dubois » commença l'inspecteur Moreau, un homme massif aux cheveux poivre et sel. « Nous sommes ici concernant l'enlèvement de Sophie Delattre il y a 15 ans. » L'homme dans le lit ne manifesta aucune surprise. Comme s'il attendait cette visite depuis toujours. « Je savais que vous viendriez un jour, » murmura-t-il d'une voix rauque. « On ne s'en tire jamais vraiment. Vous reconnaissez avoir enlevé la petite Sophie. » René ferma brièvement les yeux. « Oui, François, qui assistait à l'interrogatoire derrière une vitre sans teint, sentit une vague de nausée l'envahir. Cet homme, ce squelette ambulant, était celui qui avait détruit sa famille. Qui vous a engagé ? Poursuivit l'inspecteur. René toussa violemment, un filet de sang perlant au coin de ses lèvres. Véronique Delattre. Elle m'a contacté par l'intermédiaire d'un ancien codétenu. 100 000 € pour faire disparaître la petite. Faire disparaître, répéta l'inspecteur. Vous deviez la tuer. C'était l'idée. Mais je n'ai pas pu. C'était qu'une gosse. Il eut un rire amer qui se transforma en quinte de tout. J'ai fait des saloperies dans ma vie, mais jamais ça. Alors je l'ai emmenée loin, jusqu'à Marseille. Je l'ai laissée devant un orphelinat avec assez d'argent dans sa poche pour qu'il s'occupait bien d'elle. Puis j'ai dit à Véronique que c'était réglé. François serrait les dents si fort qu'il crut qu'elles allèrent se briser. « Et l'anneau ?» demanda l'inspecteur. « L'anneau en argent avec les initiales SD. La petite y tenait tellement que je n'ai pas eu le cœur de le lui prendre. C'était son trésor, elle disait. » L'inspecteur posa un enregistreur sur la table de chevet. « Monsieur Dubois, êtes-vous prêt à répéter tout ceci officiellement ?» René hocha faiblement la tête. « Je vais mourir bientôt, autant partir l'âme un peu plus légère. » Pendant ce temps, Isabelle avait convaincu Jean, le chauffeur, de l'emmener à Marseille. Elle avait besoin de retrouver l'orphelinat, de parler à ceux qui l'avaient accueillie après son enlèvement. La maison de l'Espoir se dressait sur une colline surplombant la Méditerranée. L'édifice en pierre ocre, autrefois imposant, semblait avoir rétréci depuis son départ. Les mêmes oliviers tordus encadraient toujours l'entrée, leurs feuilles argentées bruissant dans la brise marine. Isabelle Moreau, sœur Marie-Thérèse, désormais octogénaire mais toujours aussi vive, l'accueillit à bras ouverts. La vieille religieuse avait dirigé l'orphelinat pendant près de 40 ans, veillant sur des générations d'enfants abandonnés. « Ma petite », s'émut-elle en serrant Isabelle contre elle. « Quelle joie de te revoir après toutes ces années. »« Sœur Marie-Thérèse », commença Isabelle, la gorge nouée, « je dois vous parler de mon arrivée ici. Je sais maintenant que je ne suis pas vraiment orpheline. J'ai été enlevée à ma famille. » La religieuse la guida vers son bureau. Une pièce modeste, ornée d'icônes et de photographies d'enfants souriants, son trésor personnel.
Je m'en suis toujours douté, avoua-t-elle en s'asseyant lourdement. Tu es arrivé un soir d'automne, déposé devant notre porte comme dans un roman dickensien. Mais contrairement aux autres enfants abandonnés, tu étais bien habillé, bien nourri, et tu avais cette détresse dans le regard. Pas celle d'un enfant négligé, mais celle d'un enfant arraché. Vous rappelez-vous comment j'étais quand je suis arrivée ? Oh oui. Sœur Marie-Thérèse ferma les yeux. Comme pour mieux voir le passé, tu ne parlais pas un mot pendant des semaines. Les médecins ont diagnostiqué un traumatisme sévère. Tu dessinais sans cesse une maison immense avec un piano blanc, et tu te réveillais la nuit en hurlant, terrorisée par un homme au visage cassé, comme tu as fini par l'appeler. Isabelle frissonna. Et pour mon nom, comment suis-je devenue Isabelle Moreau ? Tu ne te souvenais plus de ton nom. Nous t'avons appelée Isabelle parce que tu réagissais à ce prénom dans une histoire que nous te lisions. Quant à Moreau, c'était le nom de notre bienfaiteur cette année-là. La religieuse se leva péniblement et ouvrit un tiroir de son bureau. J'ai toujours gardé ceci. Elle tendit à Isabelle un petit carnet à la couverture usée. Ce sont tes dessins et tes premiers mots après ton arrivée. J'ai pensé qu'un jour, il pourrait t'aider à comprendre ton passé. Isabelle ouvrit le carnet avec révérence. La première page montrait un dessin maladroit représentant une femme aux longs cheveux bruns. Au verso, un mot griffonné d'une écriture enfantine. Maman. Les pages suivantes révélaient d'autres dessins. Un homme souriant, un piano blanc, une grande maison, et puis, sur la dernière page, quelque chose qui glaça son sang. Le croquis d'une femme aux cheveux courts, avec un nom écrit au-dessous. Tante V. Tante V. Murmura Isabelle. Véronique, ce nom te dit quelque chose ? Demanda sœur Marie-Thérèse. C'est ma tante, la sœur de mon père, celle qui a orchestré mon enlèvement. À Paris, l'inspecteur Moreau sortait de l'interrogatoire de René Dubois. L'enregistrement complet en sa possession, François l'attendait, le visage ravagé par une colère froide. « Nous avons suffisamment de preuves pour arrêter votre sœur », annonça l'inspecteur. L'enregistrement, les mouvements bancaires, le témoignage de votre chauffeur concernant l'incident du parking, tout concorde. Je veux être présent quand vous l'arrêterez, exigea François. Ce n'est pas recommandé, monsieur Delattre. Les arrestations familiales sont toujours compliquées. Ce n'est pas négociable. Elle a détruit ma famille. Elle a tué ma femme aussi sûrement que si elle l'avait poignardée. Je veux la regarder dans les yeux quand elle comprendra que tout est fini. L'inspecteur soupira, mais acquiesça. Très bien, nous procéderons à l'arrestation demain soir. Mais d'abord, nous devons retrouver votre fille et la mettre en sécurité. Votre sœur pourrait devenir dangereuse si elle se sent acculée. François sortit son téléphone pour appeler Isabelle, mais l'appel bascula directement sur sa messagerie. Elle est à Marseille, à son ancien orphelinat, expliqua-t-il. Jean, mon chauffeur, l'a accompagné. Envoyez-leur un message. Dites-leur de ne pas rentrer à Paris avant notre feu vert. Et surtout, qu'ils ne contactent pas Véronique, sous aucun prétexte. Ce que ni François ni l'inspecteur ne savaient, c'est que Véronique avait déjà quitté Paris. Sa secrétaire avait surpris une conversation téléphonique entre François et Leblanc et l'avait immédiatement prévenue. À cet instant précis, elle filait vers le sud de la France, déterminée à intercepter Isabelle avant qu'elle ne rassemble trop de preuves contre elle. La chasse était lancée, l'autoroute défilait sous les roues de la Mercedes noire, avalant les kilomètres vers Paris. Jean, au volant, jetait régulièrement des coups d'œil dans le rétroviseur pour observer Isabelle, silencieuse sur la banquette arrière. Elle n'avait presque pas parlé depuis qu'ils avaient quitté Marseille, absorbée par le carnet que lui avait remis sœur Marie-Thérèse. « Tout va bien, mademoiselle ?» demanda-t-il finalement. Isabelle leva les yeux du dessin d'enfant qu'elle contemplait, celui de tante V au sourire acéré comme une lame. « Je commence à me souvenir, Jean. Pas tout, mais des fragments, comme des pièces d'un puzzle qui retrouvent leur place. » Son téléphone vibra. C'était un message de François. « Ne rentrez pas à Paris. Rendez-vous à l'hôtel Le Grand Chêne à Lyon. Ne contactez pas Véronique. Explication à votre arrivée. Jean, il faut changer d'itinéraire, annonça-t-elle en lui montrant le message. Mon père nous demande d'aller à Lyon. Le chauffeur fronça les sourcils. C'est inhabituel, monsieur Delattre préfère généralement donner ses instructions par téléphone. Il dit que c'est urgent, que nous ne devons pas rentrer à Paris. Jean hocha la tête et prit la prochaine sortie pour modifier leur trajet. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait. Son instinct d'ancien militaire s'était rarement trompé.
Mademoiselle, permettez-moi une question. Vous sentez-vous en danger ? Isabelle serra le carnet contre sa poitrine. Oui, ma tante a orchestré mon enlèvement il y a 15 ans, et maintenant qu'elle sait que je commence à me souvenir, elle fera tout pour me faire taire définitivement, à une centaine de kilomètres derrière eux. Véronique Delattre appuya sur l'accélérateur de sa Porsche. Elle venait de recevoir un message de son contact à la police. François avait obtenu une confession complète de René Dubois. « Vieux lâche !» marmonna-t-elle, furieuse. Il n'avait qu'à finir le travail proprement. Elle composa un numéro sur son téléphone, tout en gardant les yeux sur la route. « C'est moi », dit-elle dès que son interlocuteur décrocha. « Ils ont trouvé Dubois. Il a tout avoué. » Un silence à l'autre bout de la ligne. « Vous savez ce que ça signifie ?» poursuivit-elle. « Nous sommes compromis tous les deux. » « À moins d'agir maintenant. Que voulez-vous que je fasse ?» demanda une voix masculine, tendue. « Interceptez-la avant qu'elle ne rejoigne François. D'après mon contact, il se dirige vers Lyon, l'hôtel Le Grand Chêne. » Et ensuite, le visage de Véronique se durcit. « Finissez ce que Dubois aurait dû accomplir il y a 15 ans. Pas de témoins, pas de preuves. » Au manoir Delattre, François terminait les préparatifs de son plan avec l'inspecteur Moreau et Marc Leblanc. Ils avaient investi son bureau, transformé en quartier général improvisé. « Tout est prêt », confirma Leblanc en refermant son ordinateur portable. « J'ai compilé toutes les preuves, la confession de Dubois, les relevés bancaires, les témoignages, les enregistrements du parking, un dossier béton, et Sophie est en sécurité, s'enquit François, la tension audible dans sa voix. « Jean vient de confirmer qu'ils sont en route pour Lyon », répondit l'inspecteur. « 2 de mes hommes les y attendent déjà. » François se laissa tomber dans son fauteuil. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Ma propre sœur, prête à détruire une enfant par jalousie. La cupidité fait commettre les pires atrocités, commenta sobrement Leblanc. J'ai vu des familles s'entre-déchirer pour bien moins que la fortune des Delattre. L'inspecteur Moreau consulta sa montre. Il est temps de mettre en place la dernière partie du plan. Monsieur Delattre, vous êtes toujours déterminé à servir d'appât. Absolument. Véronique ne se méfiera pas de moi. Elle pense que je suis toujours dans l'ignorance. Très bien. Vous l'appelez et lui demandez de revenir de toute urgence pour une réunion extraordinaire du conseil d'administration. Une fois ici, nous l'arrêterons en flagrant délit si possible. François saisit son téléphone. Mais avant qu'il ne puisse composer le numéro, celui-ci se mit à vibrer. C'était Jean. « Monsieur », dit le chauffeur, la voix tendue. « Nous sommes suivis. Une voiture noire, vitre teintée, à environ 200 mètres derrière nous depuis une vingtaine de minutes. » François mit le haut-parleur pour que l'inspecteur et Leblanc puissent entendre. « Où êtes-vous exactement ?»« Sur la 7, à environ 1 heure de Lyon. » J'ai essayé de semer la voiture en prenant une sortie, puis en revenant sur l'autoroute. Mais elle nous suit toujours. « Sophie est avec vous. » François ne pouvait dissimuler son inquiétude. « Oui, monsieur, elle va bien, mais elle est effrayée. » L'inspecteur Moreau prit le téléphone. « Jean, ici l'inspecteur Moreau de la brigade criminelle. Changez immédiatement d'itinéraire. Ne vous rendez pas à l'hôtel prévu. Allez plutôt au commissariat central de Valence. C'est la sortie la plus proche. Nous les prévenons immédiatement de votre arrivée. » Compris. François reprit le téléphone. « Jean, mettez Sophie en ligne, s'il vous plaît. » Un instant plus tard, la voix d'Isabelle résonna. « Papa, Sophie, écoute-moi bien. Je sais tout. Dubois a avoué. La police va arrêter Véronique dès qu'elle rentrera à Paris. »« Elle ne rentrera pas, » coupa Isabelle. « Elle me cherche, j'en suis certaine. » Un silence lourd s'installa. « Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda François. « Parce que je me souviens maintenant, la voix qui donnait des ordres à l'homme à la cicatrice, c'était la sienne, et j'ai retrouvé mes dessins d'enfant à l'orphelinat. J'avais dessiné Véronique avec son nom, quelque part en moi. J'ai toujours su que c'était elle. » L'inspecteur Moreau reprit le téléphone. « Mademoiselle, nous envoyons des renforts immédiatement. En attendant, restez dans la voiture avec Jean et foncez vers le commissariat de Valence sans vous arrêter. Quoi qu'il arrive. » Sur l'autoroute, Jean raccrocha et accéléra brusquement. Dans le rétroviseur, la voiture qui les suivait accéléra également, se rapprochant dangereusement. « Accrochez-vous, mademoiselle » ordonna-t-il. « Les choses risquent de devenir mouvementées. » Isabelle s'agrippa à la poignée de la portière, tandis que la Mercedes filait maintenant à plus de 180 km/h, slalomant entre les autres véhicules.
La voiture noire restait collée à leur pare-choc. « Qui sont-ils » demanda-t-elle, la peur lui nouant la gorge. « Des hommes de main ? Probablement votre tante n'est pas du genre à se salir les mains elle-même. » La sortie pour Valence apparut à l'horizon. Jean donna un violent coup de volant pour s'y engager à la dernière seconde. La voiture noire tenta de suivre, manqua la sortie et dérapa sur la bande d'arrêt d'urgence, avant de parvenir à se stabiliser. « Nous les avons semés », s'exclama Jean, soulagé, trop tôt. À peine avait-il atteint le rond-point au bout de la bretelle, qu'une autre voiture surgit, leur bloquant la route. Une Porsche argentée. Jean freina brutalement. Isabelle fut projetée en avant, retenue de justesse par sa ceinture de sécurité. « Merde !» jura Jean en reconnaissant la silhouette qui descendait du véhicule. Véronique Delattre se tenait devant eux, un pistolet à la main. « C'est fini, Sophie !» cria-t-elle. « Descends gentiment de la voiture et personne ne sera blessé. » Jean verrouilla immédiatement les portières. « Elle ment !» murmura-t-il. « Elle ne peut pas vous laisser en vie. Pas maintenant. Que fait-on » Jean jeta un coup d'œil circulaire, évaluant rapidement leurs options. « La police sera là dans quelques minutes. Nous devons gagner du temps. » Il baissa légèrement sa vitre. « Mademoiselle Véronique, posez cette arme. Vous ne voulez pas aggraver votre cas. » Véronique eut un rire sans joie. « Mon cas est déjà désespéré, Jean, mais je ne tomberai pas seule, croyez-moi. » Elle pointa son arme sur le pare-brise, directement vers Isabelle. « Dernière chance, Sophie. Sors de cette voiture ou je tire. » Jean jeta un regard à Isabelle dans le rétroviseur. « À mon signal, baissez-vous et ne bougez plus. »« Qu'allez-vous faire ?» chuchota-t-elle. « Mon travail ? Protéger la famille Delattre ? La vraie ?» Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Jean enfonça brutalement l'accélérateur. La Mercedes bondit en avant, droit sur Véronique. Celle-ci, prise de panique, tira 2 coups qui percèrent le pare-brise avant de plonger sur le côté pour éviter la voiture. Jean, touché à l'épaule, lutta pour maintenir le contrôle du véhicule qui percuta la Porsche avant de s'immobiliser. « Jean !» cria Isabelle en voyant le sang qui imprégnait sa chemise. « Vous êtes blessé. »« Ce n'est rien, » grogna-t-il. « Sortez par ma portière et courez vers la station-service là-bas. »« Ne vous retournez pas. » Isabelle obéit, les jambes tremblantes. Elle contourna la voiture accidentée et se mit à courir de toutes ses forces. Derrière elle, elle entendit un 3e coup de feu, puis le silence, quand elle atteignit enfin la station-service. Haletante et terrifiée, des sirènes de police retentissaient au loin, mais ce son rassurant fut noyé par le vrombissement d'un moteur tout proche. La Porsche cabossée de Véronique s'arrêta à quelques mètres d'elle. Sa tante en sortit, le visage défiguré par la haine, l'arme toujours à la main. « 15 ans que j'attends ce moment, » siffla-t-elle. « 15 ans à vivre dans la peur que tu réapparaisses un jour. »« Pourquoi ?» demanda Isabelle, gagnant du temps alors que les sirènes se rapprochaient. « Qu'est-ce que je t'avais fait ? Exister » cracha Véronique. « Être l'héritière, la précieuse fille unique de François, celle pour qui il aurait tout sacrifié, pendant que moi, sa propre sœur, je devais me contenter des miettes. Les sirènes étaient maintenant toutes proches. Des gyrophares apparurent au loin. « C'est terminé, Véronique, » dit calmement Isabelle. « La police arrive, baisse ton arme. » Un rictus déforma les lèvres de Véronique. « Pour moi peut-être, mais pour toi aussi. » Elle leva son pistolet, visa, au même instant. Un coup de feu retentit. Véronique s'effondra, touchée à la jambe. Derrière elle se tenait Jean, chancelant mais déterminé, son arme de service encore fumante. « Je vous avais dit que mon travail était de protéger la famille Delattre, » murmura-t-il avant de s'évanouir à son tour. Épuisé par sa blessure et l'effort consenti, les premiers véhicules de police arrivèrent sur place, entourant la scène de chaos. Isabelle se précipita vers Jean, pressant sa veste contre sa blessure pour arrêter l'hémorragie. « Tenez bon !» supplia-t-elle. « Mon père a besoin de vous. J'ai besoin de vous. » Et tandis que les policiers menottaient Véronique qui hurlait de rage et de douleur, Isabelle comprit que le cauchemar touchait enfin à sa fin. 15 ans de mensonges, de manipulation et de peur prenaient fin ici. Sur ce parking anonyme d'une sortie d'autoroute, le piège s'était refermé, mais pas sur la proie que Véronique avait escomptée. Le grand salon du manoir Delattre avait été transformé pour l'occasion. Les majestueux fauteuils Louis XV, habituellement disposés face à la cheminée, formaient maintenant un demi-cercle devant un écran de projection. Les lourds rideaux de velours avaient été tirés,
Plongeant la pièce dans une pénombre théâtrale que seules quelques lampes tamisées venaient adoucir, François accueillit ses invités un à un. Il avait soigneusement sélectionné les participants à cette réunion extraordinaire, les membres du conseil d'administration du groupe Delattre, les principaux actionnaires familiaux et quelques amis de longue date, au total, une quinzaine de personnes qui représentaient l'entourage professionnel et personnel le plus proche des Delattre. Dans un coin de la pièce, l'inspecteur Moreau et Marc Leblanc observaient silencieusement la scène, en civil, se faisant passer pour des conseillers juridiques. 3 autres policiers attendaient discrètement dans le hall et le jardin. « Où est Jean ?» demanda Richard Moreau. Le directeur financier, en remarquant l'absence du chauffeur qui assistait habituellement à toutes les réunions importantes en tant que chef de la sécurité, « Il se remet à l'hôpital », répondit simplement François. « Il sera décoré pour bravoure dès sa sortie. » François consulta sa montre. Véronique n'allait pas tarder. Après l'incident sur l'autoroute, elle avait été brièvement hospitalisée pour sa blessure à la jambe, puis relâchée sous surveillance. Une décision tactique de l'inspecteur Moreau pour l'attirer dans un piège plus élaboré. La porte d'entrée claqua. Véronique apparut, s'appuyant sur une canne. Le visage pâle mais composé, vêtue d'un tailleur anthracite impeccable. Elle jouait à la perfection son rôle de femme d'affaires imperturbable. « François », salua-t-elle froidement, « j'espère que cette réunion d'urgence en vaut la peine. J'ai dû annuler 3 rendez-vous importants. »« Oh, elle en vaut la peine, crois-moi, » répondit-il d'une voix dénuée d'émotion. « Assieds-toi, nous n'attendons plus qu'une personne. » Comme pour confirmer ses paroles. Des pas résonnèrent dans le hall. Isabelle entra, vêtue d'une simple robe bleue qui rappelait étrangement celle que portait Sophie le jour de sa disparition. Elle s'immobilisa un instant en voyant Véronique, puis vint s'asseoir à côté de son père, la tête haute. « Bien, » commença François en se levant. « Je vous ai réunis aujourd'hui pour clarifier une situation qui affecte l'avenir de notre famille et de notre entreprise. » Il désigna Isabelle. « Comme vous le savez tous, ma fille Sophie nous est revenue après 15 ans d'absence. » Un test ADN a confirmé son identité. Des murmures approbateurs parcoururent l'assemblée. Seule Véronique resta parfaitement immobile, son regard fixé sur un point invisible devant elle. « Ce que vous ignorez, » poursuivit François, « c'est la vérité sur sa disparition. Pendant 15 ans, nous avons cru à un enlèvement crapuleux, peut-être l'œuvre d'un prédateur. La réalité est bien différente. » Il fit un signe à Marc Leblanc, qui activa le projecteur. L'écran s'illumina, montrant le visage émacié de René Dubois sur un lit d'hôpital. Voici l'homme qui a enlevé Sophie. La vidéo se mit en marche. La confession de René Dubois résonna dans le salon silencieux. Sa voix rauque détaillait comment Véronique l'avait contacté, comment elle lui avait versé 100 000 € pour faire disparaître sa nièce, comment elle avait orchestré minutieusement l'enlèvement. Tous les regards se tournèrent vers Véronique, dont le visage restait figé dans une expression indéchiffrable. « Ce n'est qu'un mensonge », déclara-t-elle finalement lorsque la vidéo s'arrêta. Un mourant qui cherche à se donner de l'importance. Vraiment. François fit un nouveau signe à Leblanc, qui lança une seconde vidéo. Cette fois, c'était un montage de preuves. Les relevés bancaires montrant le retrait des 100 000 €, les témoignages des employés de l'orphelinat de Marseille, les dessins d'enfants d'Isabelle représentant Tante V, et enfin, le plus accablant, les images de vidéosurveillance du parking souterrain montrant Véronique en train de discuter avec un homme qui sabotait la voiture d'Isabelle. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. « Véronique Delattre », annonça solennellement l'inspecteur Moreau en se levant. « Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, tentative de meurtre et complicité de tentative d'assassinat. » Véronique resta assise, parfaitement immobile, puis, contre toute attente, un rire sec s'échappa de sa gorge. Ce rire se transforma progressivement en un son glaçant, presque animal. « Bravo, François !» articula-t-elle enfin. « Quel spectacle magnifique, digne des meilleurs procureurs. » Elle se leva lentement, repoussant sa canne. « Vous voulez la vérité, je vais vous la donner, puisque c'est la fin de partie. » Son regard balaya l'assemblée. « Oui, j'ai fait enlever Sophie. Oui, j'ai essayé de la faire disparaître à nouveau quand elle était réapparue, et je recommencerai si j'en avais l'occasion. » Des hoquets de stupeur parcoururent l'assistance. « Pourquoi ?» demanda François, la voix brisée malgré tous ses efforts pour rester stoïque. « Elle n'était qu'une enfant, ta nièce. » « Pourquoi ?» Véronique eut un rire sans joie. « Parce que c'était toujours toi, François. Toujours toi le préféré, le brillant, le parfait.
Papa t'idolâtrait. Maman ne voyait que toi. J'ai passé mon enfance dans ton ombre, à ramasser les miettes de l'attention qu'on daignait m'accorder. » Elle fit un pas vers lui. « Puis tu as fondé cette entreprise, devenu millionnaire en quelques années à peine. Et quand père est mort, tu as hérité de la majorité des parts, moi, des actions minoritaires et un poste de figuration dans ton empire. » Elle pointa un doigt accusateur vers Isabelle. « Et puis elle est née, Sophie, la princesse, l'héritière, celle qui aurait tout, absolument tout, alors que moi je n'aurais rien, jamais rien. » « C'était donc ça, » murmura François. « L'argent, le pouvoir, l'existence, » cria Véronique. « Le droit d'exister sans être constamment comparée à toi, le droit de ne pas être invisible. » Isabelle se leva lentement. « Et ma mère ?» demanda-t-elle doucement. « Était-elle aussi un obstacle à éliminer ?» Un silence pesant s'installa. François se figea, comprenant soudain l'implication de cette question. Véronique sourit, un sourire froid et calculateur. Marion était un dommage collatéral. Elle ne se remettait pas de ta disparition, Sophie. Quelques gouttes d'arsenic dans son thé, jour après jour, ont simplement accéléré le processus. Les médecins ont diagnostiqué une dépression qui a affaibli son système immunitaire. Tellement pratique. François chancela comme s'il avait reçu un coup physique. Richard Moreau se précipita pour le soutenir. « Tu as tué Marion » articula-t-il, incrédule. « Ta propre belle-sœur. » « J'ai fait ce qui était nécessaire, » répondit froidement Véronique. « Pour survivre, pour exister, pour obtenir ce qui me revenait de droit. » L'inspecteur Moreau fit un signe à ses collègues, qui entrèrent dans la pièce, menottes à la main. « Véronique Delattre, vous êtes également en état d'arrestation pour le meurtre de Marion Delattre ?» Alors que les policiers l'encadraient, Véronique tourna une dernière fois son regard vers François et Isabelle. « Je ne regrette rien, » affirma-t-elle. « Absolument rien. » Tandis qu'il l'emmenait, Isabelle s'effondra, terrassée par le poids de ses révélations. Non seulement elle avait perdu 15 ans de sa vie, mais sa mère avait été assassinée par la femme qui aurait dû les protéger. François s'agenouilla près d'elle, l'enveloppant dans ses bras, au milieu de ce salon luxueux, entouré de visages choqués et horrifiés. Il n'était plus le puissant industriel et l'héritière retrouvée, juste un père et sa fille, réapprenant à se connaître dans le sillage d'une trahison dévastatrice. « C'est fini », murmura François contre ses cheveux. « Elle ne pourra plus jamais nous faire de mal. » Mais tandis que les invités quittaient discrètement la pièce, laissant la famine à son chagrin, Isabelle savait que rien n'était vraiment fini. La douleur, la perte, les années volées, tout cela continuerait à les hanter. Le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Le palais de justice de Paris dressait sa silhouette imposante sous un ciel gris de novembre. Les marches monumentales, habituellement gravies par un flot continu d'avocats et de justiciables, semblaient aujourd'hui plus intimidantes que jamais pour Isabelle. Elle s'arrêta un instant au pied de l'escalier, le regard levé vers la façade néoclassique. « Tu es sûr de vouloir y assister ?» demanda François, debout à ses côtés. « Personne ne t'en voudrait si tu préférais rester à l'écart. » 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Véronique. 3 mois pendant lesquels le scandale avait défrayé la chronique. Faisant la une des journaux et des chaînes d'information en continu, l'affaire Delattre, comme on l'appelait désormais, avait tout pour captiver le public. Fortune, jalousie familiale, enlèvement, meurtre. Les médias s'en étaient donnés à cœur joie. « J'ai besoin d'y être », répondit fermement Isabelle. « J'ai besoin d'entendre sa condamnation, de l'avoir payée pour ce qu'elle a fait à maman, à nous tous. » François hocha la tête. Il comprenait ce besoin viscéral de clôture, de justice visible. Lui-même ressentait ce mélange complexe de chagrin, de colère et d'incrédulité qui ne semblait jamais vouloir s'apaiser. Ils gravirent ensemble les marches, entourés de leurs avocats et de l'inspecteur Moreau. Ce dernier les avait soutenus tout au long de l'instruction. Allant bien au-delà de ses obligations professionnelles, à l'intérieur, la salle d'audience était déjà comble. Le procès de Véronique Delattre attirait les foules, mélange de journalistes, de curieux et de proches des deux parties. François et Isabelle prirent place au premier rang. Derrière leur avocat, un silence pesant s'installa lorsque les portes latérales s'ouvrirent pour laisser passer Véronique, encadrée par 2 gardes pénitentiaires. Elle portait un tailleur sobre, mais son élégance habituelle avait disparu. 3 mois de détention provisoire avaient creusé ses traits. Pâlit son teint, pourtant, elle gardait la tête haute, le regard défiant.
Ses yeux balayèrent l'assistance jusqu'à s'arrêter sur Isabelle. Pendant un bref instant, un éclair indéchiffrable traversa son regard. Regret, haine, résignation, impossible à dire. « La cour !» annonça l'huissier. Tous se levèrent tandis que les magistrats entraient et prenaient en place. Affaire numéro 127 J21, ministère public contre Véronique Delattre, énonça le président du tribunal. Les charges retenues sont enlèvement de mineurs, tentative d'assassinat, complicité de tentative d'assassinat et meurtre avec préméditation. La lecture de l'acte d'accusation dura près d'1 heure, détaillant méthodiquement l'orchestration de l'enlèvement de Sophie, le versement des 100 000 € à René Dubois, l'empoisonnement progressif de Marion Delattre, et enfin la tentative récente d'éliminer Isabelle. Véronique écouta sans broncher, son visage un masque d'indifférence parfaite. « Madame Delattre », conclut le président, « comment plaidez-vous face à ces accusations ?» Un silence s'abattit sur la salle. Là, tous retenèrent leur souffle. « Coupable !» Le mot résonna dans l'espace solennel, provoquant une vague de murmures stupéfaits. Les avocats de la défense eux-mêmes semblaient pris de court. « Vous reconnaissez donc l'intégralité des faits qui vous sont reprochés ?» insista le président. Visiblement surpris. « Oui. Souhaitez-vous vous exprimer sur vos motivations ?» Véronique se leva lentement, balayant l'assemblée du regard. « Que voulez-vous que je dise? Que je regrette? Ce serait mentir. J'ai fait ce que j'estimais nécessaire pour survivre dans un monde qui m'a toujours reléguée au second plan. » Elle se tourna vers François et Isabelle. « Mon frère a toujours eu droit à tout. L'amour inconditionnel, le succès, l'admiration. Qu'ai-je eu, moi? Des miettes, l'ombre éternelle du prodige familial. Puis est venue Sophie, l'héritière, celle qui perpétuerait le nom et la gloire des Delattre. Et moi, j'étais condamnée à rester la tante célibataire, la collaboratrice dévouée mais jamais essentielle. » Sa voix, d'abord posée, montait progressivement en intensité. « Alors oui, j'ai fait enlever Sophie. Oui, j'ai empoisonné Marion qui commençait à avoir des soupçons. Et oui, j'aurais tué Isabelle si j'en avais eu l'occasion, non par cruauté gratuite, mais par nécessité existentielle. » Un silence glacial accueillit cette confession dépourvue du moindre remords. « Avez-vous conscience, » demanda lentement le président, « que vous avez détruit des vies innocentes pour assouvir vos ambitions personnelles? Des dommages collatéraux, » répondit froidement Véronique. « Dans toute guerre, il y a des victimes. » François serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Isabelle posa une main apaisante sur son bras. Le procès continua avec les témoignages des experts médico-légaux détaillant l'empoisonnement lent de Marion, des psychiatres analysant le profil psychologique de Véronique, et enfin, le témoignage poignant de Jean. Toujours convalescent de sa blessure par balle, puis vint le tour d'Isabelle. Elle s'avança lentement vers la barre, consciente de tous les regards braqués sur elle. « Mademoiselle Delattre », commença doucement le président, « pouvez-vous nous parler de l'impact qu'ont eu ces événements sur votre vie ?» Isabelle prit une profonde inspiration. « On m'a volé 15 ans de ma vie, mon enfance, mon adolescence. J'ai grandi dans des foyers d'accueil, persuadée d'être abandonnée, indésirable. On m'a privée de ma mère, de mon père, de mon identité même. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle poursuivit. « Chaque jour, je découvre des fragments de la personne que j'aurais pu être, quand je joue du piano, quand je feuillette des albums photos d'une vie que je n'ai pas vécue. Les cauchemars me réveillent, encore presque chaque nuit. » Elle se tourna vers Véronique, la regardant droit dans les yeux. « Mais le pire dans tout ça, c'est que vous étiez ma tante, la personne qui aurait dû me protéger si quelque chose arrivait à mes parents. Au lieu de ça, vous avez orchestré ma disparition et tué ma mère, par jalousie, par cupidité. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. « Avez-vous une question à poser à l'accusé ?» demanda doucement le président. Isabelle hocha lentement la tête. « Une seule, en valait la peine. Tous ces crimes, toute cette souffrance. Pourquoi, finalement? Qu'avez-vous gagné ?» Véronique soutint son regard sans ciller. « 15 ans, répondit-elle simplement. 15 ans où j'ai été quelqu'un, où j'ai compté, où l'ombre de François n'occultait pas toute mon existence. Alors oui, ça valait la peine. » Des murmures indignés parcoururent l'assistance. « Je n'ai plus de questions, » murmura Isabelle, avant de regagner sa place. Les plaidoiries se succédèrent, l'avocat général requérant la peine maximale,
les avocats de la défense plaidant les circonstances atténuantes d'une détresse psychologique profonde. Enfin, après délibération, le verdict tomba. Véronique Delattre, la Cour vous reconnaît coupable de l'ensemble des charges retenues contre vous et vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Aucune émotion ne traversa le visage de Véronique. Elle se contenta de hocher imperceptiblement la tête, comme si elle acceptait un rendez-vous d'affaires contraignant mais inévitable, tandis que les gardes l'emmenaient. Elle se tourna une dernière fois vers François et Isabelle. « Ne croyez pas que c'est terminé, » lança-t-elle. « Certains secrets restent encore enfouis. » Ces paroles énigmatiques planèrent dans l'air, alors même que Véronique disparaissait derrière les portes de la salle d'audience, sur le parvis du tribunal. Les journalistes se précipitèrent vers François et Isabelle. Les questions fusèrent de toutes parts. Comment se sentait-il face à ce verdict? Que pensait-il des dernières paroles de Véronique? Quels étaient leurs projets maintenant? François les écarta d'un geste, protégeant sa fille de cette intrusion médiatique. « La justice a été rendue », déclara-t-il simplement. « Maintenant, nous demandons le respect de notre intimité pour commencer à reconstruire ce qui peut l'être. » Dans la voiture qui les ramenait au manoir, Isabelle resta silencieuse, le regard perdu dans le paysage urbain qui défilait. « À quoi penses-tu » demanda doucement François. « À ces dernières paroles. Certains secrets restent encore enfouis. Qu'est-ce que ça signifie » François soupira. « Probablement une ultime tentative de garder une emprise sur nous, de nous empêcher d'avancer. » Isabelle n'en était pas si sûre. Quelque chose dans le regard de Véronique, une assurance, une certitude, laissait penser qu'elle ne bluffait pas. « Quoi qu'il en soit, » reprit François en serrant sa main, « nous affronterons l'avenir ensemble. Rien ne pourra plus nous séparer. » Isabelle hocha la tête, voulant le croire de tout son cœur, mais au fond d'elle, une inquiétude persistait, comme si le cauchemar n'était pas tout à fait terminé. 6 mois s'étaient écoulés depuis le procès. Le printemps parisien déployait ses charmes, parant les jardins du manoir Delattre de couleurs éclatantes. Isabelle, assise sur un banc près des rosiers que sa mère avait tant aimés, contemplait son diplôme fraîchement obtenu. Un master en psychologie qu'elle avait achevé en temps record grâce à un programme accéléré et au soutien indéfectible de son père. François l'observait depuis la terrasse. Attendri, ces derniers mois avaient apporté leur lot de défis, mais aussi d'espoir. Isabelle s'était investie corps et âme dans ses études, comme pour rattraper le temps perdu, s'imposant un rythme de travail effréné qui inquiétait parfois son entourage. « Tu devrais être fière », dit-il en la rejoignant. « Mention très bien. Félicitations du jury. Ta mère aurait été émerveillée. » Isabelle sourit, effleurant du bout des doigts le papier épais du diplôme. « J'aurais tellement aimé qu'elle soit là. » Un silence confortable s'installa entre eux. Uniquement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles, « J'ai pris une décision », annonça finalement Isabelle. « Pour le projet dont nous avons parlé ?» François hocha la tête, l'encourageant à poursuivre. « Je veux créer la Fondation Sophie, une organisation dédiée à la recherche d'enfants disparus et au soutien des familles affectées. » L'idée avait germé peu après le procès. Transformer leur tragédie personnelle en quelque chose qui pourrait aider d'autres familles brisées semblait être la seule manière de donner un sens à ces années perdues. « J'ai déjà préparé les grandes lignes », poursuivit Isabelle en sortant un dossier de son sac. 3 axes d'action. Financement de recherches actives, soutien psychologique aux familles et sensibilisation du public. Qu'en penses-tu ? François parcourut les documents. Impressionné par la rigueur et la profondeur du travail réalisé, « C'est remarquable, je suis prêt à engager tous les moyens nécessaires pour que ce projet prenne vie. » Isabelle sourit, mais son expression s'assombrit rapidement. « Il y a autre chose dont je voulais te parler, quelque chose de plus difficile. » François se raidit imperceptiblement, depuis le procès. Chaque fois qu'Isabelle abordait un sujet difficile, il s'agissait invariablement de Véronique et de ses dernières paroles énigmatiques. « Je veux aller la voir », annonça Isabelle d'une voix ferme. « À la prison !» François pâlit. « Pourquoi t'infliger ça ? Elle ne mérite pas ton attention. Ce n'est pas pour elle que je le fais, c'est pour moi. » Isabelle prit une profonde inspiration. « Je suis hantée, papa, par sa haine, par ses paroles. Je fais encore des cauchemars presque chaque nuit. Ma thérapeute pense que je dois confronter directement la source de mon traumatisme pour commencer à guérir vraiment. Et si elle refuse de te voir, ou pire, si elle profite de cette visite pour te blesser davantage,
Alors j'aurais au moins essayé. Isabelle posa sa main sur celle de son père. Je ne cherche pas à comprendre ses actes ni à lui pardonner. Je cherche juste à me libérer de son emprise. François soupira, reconnaissant dans la détermination de sa fille l'écho de celle de Marion, cette même force tranquille face à l'adversité. Si c'est ce dont tu as besoin, alors je te soutiendrai, mais je t'accompagnerai jusqu'à la porte de cette prison, la maison centrale pour femmes de Rennes, avec ses hauts murs gris et ses miradors, incarnait l'austérité pénitentiaire dans toute sa rigueur. Isabelle franchit les multiples contrôles de sécurité. Son cœur battant à tout rompre malgré sa détermination apparente, on la conduisit dans une petite salle aux murs beige, meublée d'une simple table et de 2 chaises fixées au sol. Pas de vitre de séparation comme dans les films. Juste un espace confiné où 2 personnes allaient se faire face. Séparées par 15 ans de mensonges et de souffrances, la porte s'ouvrit. Véronique entra, escortée par une gardienne qui se posta discrètement dans un coin. 6 mois de détention avaient profondément transformé l'élégante femme d'affaires. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, étaient ternes et striés de gris. Son uniforme de détenue pendait sur sa silhouette amaigrie. Pourtant, son regard n'avait rien perdu de son intensité glaciale. « Sophie, dit-elle en s'asseyant lentement, quelle surprise. Je préfère Isabelle, corrigea doucement la jeune femme. Sophie est morte il y a 15 ans. Tu l'as tuée le jour où tu l'as fait enlever. Un sourire froid étira les lèvres de Véronique. Sémantique, tu restes la fille de François, quoi que tu te fasses appeler. Un silence pesant s'installa. Isabelle prit une profonde inspiration, s'accrochant au plan qu'elle avait méticuleusement préparé avec sa thérapeute. « Je ne suis pas venue pour raviver de vieilles blessures, » commença-t-elle. « Je suis venue pour comprendre et, peut-être, pour me libérer. » Me libérer de quoi? De la colère, de la peur, de la haine, de tout ce que tu as semé en moi. Véronique la considéra avec une curiosité détachée, comme un entomologiste étudiant un spécimen particulièrement intéressant. Et tu crois qu'une petite conversation suffirait, comme c'est naïf? Isabelle resta impassible face à cette provocation. Lors du procès, tu as dit que certains secrets restaient enfouis. À quoi faisais-tu référence? Un éclat fugace traversa le regard de Véronique. Satisfaction, peut-être, de voir que ses paroles avaient atteint leur cible. Ah, c'est donc ça qui t'amène. La peur de l'inconnu. La crainte que je détienne encore une arme contre ta précieuse famille reconstituée. S'il y a quelque chose que je devrais savoir, c'est le moment de le dire. Véronique se pencha légèrement en avant. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Exactement. Ma sentence est déjà prononcée. Je mourrai probablement dans cette prison. La paix, peut-être, un allègement de conscience. Un rire sec, presque un aboiement, échappa à Véronique. Ma conscience se porte parfaitement bien. Merci. Je n'ai aucun regret qui m'empêche de dormir la nuit. Isabelle scruta attentivement le visage de sa tante. Y cherchant une faille, un indice, « Je ne te crois pas », dit-elle simplement. « Si tu étais vraiment en paix avec tes actes, tu n'aurais pas ressenti le besoin de lancer cette menace voilée au tribunal. Tu voulais maintenir ton emprise sur nous, même derrière les barreaux. » Quelque chose vacilla dans le regard de Véronique. Une hésitation. « Un doute? Tu as toujours été une petite fille trop perspicace, » murmura-t-elle. « Même à 10 ans, tu voyais des choses que les autres manquaient. Comme quoi? Comme la façon dont je regardais ton père, comme les lettres que je cachais dans mon secrétaire. » Isabelle fronça les sourcils. Ne comprenant pas où Véronique voulait en venir, « Tu m'as surprise un jour, » poursuivit Véronique, son regard soudain lointain. « Tu fouillais dans mes affaires. Tu avais trouvé les lettres de cet homme, mon amant de l'époque. Un homme marié, influent, quelqu'un qui aurait tout perdu si notre liaison avait été révélée. Quel rapport avec mon enlèvement? Aucun. Et tout à la fois, tu étais une menace. Même sans le savoir, tu m'avais vu avec lui, dans le jardin d'hiver. Tu avais cette habitude de tout raconter à ta mère. » Isabelle sentit un frisson parcourir son échine. « Tu m'as fait enlever pour protéger une liaison. Non, je t'ai fait enlever parce que tu étais l'obstacle entre moi et ce que je voulais. La place qui me revenait dans l'entreprise, dans la famille, la liaison n'était qu'un facteur aggravant. » Véronique eut un sourire sans joie. « Mais cet homme m'a aidé, financièrement. Les 100 000 € ne venaient pas entièrement de moi. Qui était-ce? Quelqu'un de très proche de ton père?
quelqu'un qui siège encore au conseil d'administration, quelqu'un qui a tout à perdre si son nom est révélé. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. Un complice, quelqu'un qui était encore là, près de son père, feignant la loyauté. Son nom, exigea-t-elle. La vérité a un prix, Isabelle. Même en prison, j'ai besoin de certains confort. Tu essaies de négocier, après tout ce que tu as fait. Véronique haussa les épaules. La vie continue, même derrière les barreaux. Je veux un transfert dans une prison plus accommodante et certains privilèges, des livres, un accès limité à Internet pour mes recherches. Tu es monstrueuse, souffla Isabelle. Non, simplement pragmatique. Comme je l'ai toujours été, Isabelle se leva brusquement. Je découvrirai la vérité par mes propres moyens, sans rien te devoir. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Véronique l'appela une dernière fois. Isabelle, une dernière chose. Sa voix avait changé, dépourvue de son habituelle froideur calculatrice. Pourquoi es-tu vraiment venue ? Isabelle se retourna lentement. Pour te dire que je te pardonne. Véronique sia, visiblement déstabilisée. Me pardonner, après tout ce que j'ai fait. Oui, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. Ta haine m'a volé 15 ans de ma vie. Je ne lui laisserai pas une minute de plus. Pour la première fois, Véronique sembla perdre contenance. Des larmes, de rage, de remords, brillèrent dans ses yeux. « Sors d'ici !» siffla-t-elle. « Sors d'ici avec ton pardon hypocrite. » Mais Isabelle avait déjà tourné les talons, la tête haute, en franchissant la lourde porte métallique. Elle sentit un poids s'alléger en elle, non pas entièrement disparu, mais moins écrasant. Dehors, François l'attendait, anxieux. Il scruta son visage, y cherchant des traces de détresse. « Comment ça s'est passé ? » ?»« Bien, » répondit simplement Isabelle. « J'ai fait ce que j'avais à faire. » Tandis qu'ils regagnaient leur voiture, Isabelle savait qu'elle venait de franchir une étape cruciale de sa guérison. Véronique restait dangereuse, même derrière les barreaux. Son secret, ce mystérieux complice, constituait une menace qu'il faudrait affronter. Mais pour l'instant, le soleil printanier réchauffait son visage. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait capable d'envisager l'avenir sans que le passé ne l'écrase de tout son poids. L'élégante salle de réception du manoir de Lattre étincelait sous les lustres de cristal. Des compositions florales au ton pastel ornèrent les tables dressées pour l'occasion, tandis que des serveurs en livrée circulaient parmi les invités avec des plateaux de champagne, sur une estrade installée au fond de la pièce. Un quatuor à cordes jouait doucement du Debussy. Ce soir marquait l'inauguration officielle de la Fondation Sophie. Un an jour pour jour après le procès qui avait envoyé Véronique en prison, François contemplait avec une fierté non dissimulée l'assemblée venue soutenir ce projet né de la douleur et transformé en espoir. « Monsieur de Lattre » l'interpella une journaliste. « Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la mission de votre fondation ?»« C'est à ma fille qu'il faut poser cette question », répondit-il en souriant. « C'est son projet, sa vision. Je ne suis qu'un soutien financier et moral. Et où est mademoiselle de Lattre ? Nous n'avons pas encore eu l'occasion de la voir ce soir. Elle arrive, assura François en consultant sa montre. Elle tenait à faire une dernière visite importante avant la cérémonie. Dans l'intimité de ses pensées, François s'inquiétait. Isabelle lui avait simplement dit qu'elle devait boucler la boucle avant de pouvoir pleinement se consacrer à l'avenir. Il se doutait de ce que cela signifiait, mais avait respecté son choix sans poser de questions. À quelques kilomètres de là, Isabelle se tenait immobile, devant une simple pierre tombale du cimetière du Père-Lachaise. Sur le marbre gris était gravé « Marion de Lattre, 1970-2010, aimée à jamais ». Elle déposa délicatement un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de sa mère, lui avait raconté François. « Bonjour maman », murmura-t-elle. « C'est Sophie, ou plutôt Isabelle maintenant. » Un léger vent d'automne agitait les feuilles des arbres centenaires, créant un bruissement apaisant qui semblait répondre à ses paroles. « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à venir. Il me fallait du temps, pour comprendre, pour accepter. » Elle s'agenouilla, effleurant du bout des doigts les lettres gravées. « Ce soir, nous lançons une fondation qui porte mon nom d'enfance. Elle aidera des familles comme la nôtre, des parents qui cherchent leurs enfants, des enfants qui ont perdu leurs repères. » Une larme solitaire roula sur sa joue. « J'aurais tellement aimé que tu sois là. Papa m'a tellement parlé de toi. Ta force, ta gentillesse, ton rire. Je commence à me souvenir de bribes, de moments,
ta voix me chantant une berceuse, tes mains me montrant comment positionner mes doigts sur le piano. Dans sa poche, elle sentit son téléphone vibrer, probablement François, s'inquiétant de son retard. Mais ce moment lui appartenait, à elle et à cette mère qu'on lui avait volée 2 fois. D'abord par la séparation, puis par la mort. Je voulais te dire que nous avons trouvé le complice de Véronique. Sa voix se raffermit. Richard Moreau, le directeur financier, c'était lui, l'amant qu'elle protégeait. Il a fourni une partie de l'argent pour mon enlèvement. Grâce aux indices que Véronique a laissés échapper, Marc Leblanc a pu remonter la piste des virements. Richard a tout avoué quand il a été confronté aux preuves. Elle marqua une pause, réarrangeant machinalement les fleurs. Il va être jugé le mois prochain. Le cercle est enfin bouclé, maman. Les responsables ont payé. Et maintenant, il est temps d'avancer, de construire quelque chose de beau sur les ruines. Elle se releva, essuyant ses larmes d'un geste décidé. Je reviendrai souvent. C'est promis. Et je ferai en sorte que tu sois fière de moi. Alors qu'elle s'éloignait dans l'allée bordée de tombes anciennes, Isabelle eut l'étrange sensation qu'un poids s'allégeait sur ses épaules. Non pas qu'il disparaissait complètement, mais qu'il devenait plus supportable. Comme une valise trop lourde dont on aurait enfin retiré quelques objets inutiles, quand Isabelle arriva au manoir, la réception battait son plein. Elle se glissa discrètement par une entrée latérale, évitant momentanément les regards et les questions. Dans le petit salon adjacent, Jean l'attendait, fidèle au poste malgré sa récente promotion au rang de directeur de la sécurité du groupe Delattre. « Mademoiselle », la salua-t-il avec un sourire chaleureux. « Votre père commençait à s'inquiéter. Merci d'avoir gardé mon secret. »« Jean », répondit-elle en lui serrant affectueusement la main. « J'avais besoin de ce moment. »« Je comprends. Êtes-vous prête maintenant ? Tout le monde vous attend. » Isabelle acquiesça. Elle lissa sa robe bleu nuit, la couleur que portait Sophie le jour de sa disparition. Un choix délibéré pour cette soirée symbolique, et suivit Jean vers la grande salle. Un silence respectueux s'installa quand elle apparut. François vint immédiatement à sa rencontre, l'embrassant sur le front avant de la guider vers l'estrade. Le quatuor cessa de jouer. Face à l'assemblée, philanthropes, journalistes, personnalités influentes et familles d'enfants disparus spécialement invités, Isabelle sentit un bref instant d'appréhension, puis son regard croisa celui de son père, et elle puisa dans sa présence la force nécessaire. « Bonsoir à tous », commença-t-elle d'une voix claire qui portait étonnamment loin. « Merci d'être présent pour ce moment important. La Fondation Sophie naît aujourd'hui d'une histoire personnelle douloureuse que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. » Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. « À 10 ans, j'ai été arrachée à ma famille. Pendant 15 ans, j'ai vécu sous une autre identité, ignorant qui j'étais vraiment. Mon père m'a cherché sans relâche. Ma mère est morte de chagrin, empoisonnée par celle qui avait orchestré ma disparition. » Des murmures compatissants parcoururent l'assistance. « Ce soir, nous ne sommes pas réunis pour ressasser cette tragédie, mais pour la transformer. Chaque année en France, des centaines d'enfants disparaissent. Certains sont retrouvés rapidement, d'autres jamais. Leurs familles vivent dans un purgatoire d'incertitude, oscillant entre espoir désespéré et crainte du pire. » Elle déroula alors le projet de la Fondation, un centre de coordination entre les différentes organisations de recherche, un soutien psychologique et matériel aux familles, un financement de technologies innovantes pour améliorer les chances de retrouver les disparus. Nous ne pourrons pas sauver chaque enfant, réunir chaque famille, mais si nous pouvons en aider ne serait-ce qu'une seule, alors toute cette souffrance n'aura pas été vaine. Les applaudissements éclatèrent, sincères et chaleureux. François monta la rejoindre, visiblement ému. « Je suis tellement fière de toi », murmura-t-il en l'enlaçant. Pendant l'heure qui suivit, Isabelle navigua parmi les invités, répondant aux questions, écoutant les témoignages poignants de parents d'enfants disparus. Une mère lui serra les mains avec une intensité particulière. « Votre histoire nous donne espoir », dit-elle, les yeux brillants de larmes contenues. « Si vous avez pu retrouver votre père après 15 ans, alors peut-être que mon Lucas... Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider, promit Isabelle. Votre fils mérite qu'on se batte pour lui jusqu'au bout. » Vers la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à se disperser, Isabelle s'éclipsa vers la terrasse pour respirer l'air frais de la nuit. Elle fut surprise d'y trouver François,
contemplant silencieusement les étoiles. « Tu n'es pas trop fatiguée ?» demanda-t-il, en l'entendant approcher. « Un peu, mais c'est une bonne fatigue. » Elle s'appuya contre la balustrade. « Je suis allée voir maman aujourd'hui. » François hocha simplement la tête. Il respectait trop ce lien en reconstruction pour l'encombrer de questions ou de commentaires. « J'ai décidé quelque chose, » poursuivit Isabelle. « Je vais officiellement changer mon nom. Légalement, je veux être Sophie Isabelle Delattre. » François la regarda avec surprise. « Je croyais que tu préférais Isabelle, que Sophie appartenait au passé. C'est ce que je pensais, mais j'ai compris que je ne peux pas guérir en reniant qui j'étais. Sophie fait partie de moi, tout comme Isabelle. Je dois les réconcilier pour devenir pleinement qui je suis aujourd'hui. » François sourit. Ému par cette sagesse qui lui rappelait tant Marion, « Sophie Isabelle Delattre, ça sonne bien ?» Un silence paisible s'installa entre eux, uniquement troublé par le bruissement des feuilles et les dernières notes de musique provenant de la réception. « Tu sais, » dit finalement François, « pendant toutes ces années où je te cherchais, je m'accrochais à une phrase que ta mère répétait souvent. Elle disait que les personnes qu'on aime vraiment ne sont jamais perdues. Elles trouvent toujours le chemin du retour. » Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait raison. Dans le ciel nocturne, une étoile semblait briller plus intensément que les autres. Sophie, non, Sophie Isabelle, la contempla un long moment, sentant une paix nouvelle l'envahir, l'anneau d'argent à son doigt, celui qui avait survécu à l'enlèvement, à l'orphelinat, aux années d'errance, captait cette lumière stellaire et la renvoyait en éclats argentés. Ce petit objet, témoin silencieux de tant de souffrances, symbolisait désormais tout autre chose, la résilience, la permanence de l'amour à travers les épreuves. « Rentrons, » dit doucement François. « Demain sera une longue journée. » Ensemble, père et fille regagnèrent la maison illuminée, laissant derrière eux les ombres du passé sans les oublier, mais en les apprivoisant enfin, l'avenir ne serait pas sans défi, la Fondation Sophie ne faisait que commencer son œuvre, et les blessures profondes demanderaient encore du temps pour cicatriser complètement. Mais pour la première fois, depuis qu'elle avait retrouvé son identité, Sophie Isabelle Delattre se sentait véritablement chez elle, non pas simplement dans ce manoir, mais dans sa propre existence. Le chemin du retour avait été long et douloureux, mais elle était enfin arrivée à destination,